Qui veut commencer à discuter? Vous avez parlé de l'empathie et donc vous avez eu un léger questionnement à savoir si effectivement cela pouvait s'apprendre. Et aussi donc vous avez parlé donc beaucoup de l'écoute du patient. Et moi ce que je me demande c'est est-ce que cette écoute est si importante ou est-ce qu'il faut surtout que le patient ait plutôt l'impression d'être compris tout simplement? Donc ma question est, surtout, pour moi, il me semble qu'il faut que le patient ait l'impression d'être compris. Et ça passe pas forcément par, pour moi, une empathie. Pour moi, c'est plutôt une écoute très active et qui le repositionne pour le motif pour lequel il vient consulter et qui le rend actif dans sa guérison. Voilà. En fait, vous dites deux choses. Vous dites... du côté du patient, du côté des besoins du patient, je vous suis absolument. Être écouté, pourquoi? Oui, c'est écouter. Je crois qu'effectivement, vous avez raison. Le fait de se sentir compris, c'est-à-dire sentir qu'on rencontre un soignant qui, effectivement, est capable d'entendre ce sens que l'on donne à la maladie dont vous parliez, c'est-à-dire ce que cela fait d'être malade dans la vie quotidienne, au travail, en famille, dans la vie sociale, comment ça perturbe, ça altère, ça reconfigure la vie. Le fait d'être écouté pour être compris, je vous suis tout à fait. C'est pas être écouté pour être écouté, mais c'est être écouté pour être compris, recevoir des manifestations de cette compréhension. C'est pas forcément des gestes qui témoignent de bons sentiments, mais effectivement simplement le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit un tiers qui fasse médiation entre le malade et sa maladie. Ce qui est difficile dans la maladie, c'est la solitude en fait. C'est le fait d'être en face à face, seul avec sa maladie. Et le premier rôle du médecin ou du soignant, comme la racine med le dit bien, c'est faire médiation. C'est introduire un tiers qui rompt ce face-à-face morbide, cette solitude. Donc, qu'il y ait un tiers et que ce tiers manifeste qu'il comprend combien c'est difficile et combien cette difficulté, elle est singulière, ça me paraît important. En revanche, ce que vous dites, la deuxième chose, c'est que vous dites, oui, mais on veut, en tant que soignant, on veut bien comprendre en quelque sorte, mais on ne veut pas être débordé. Effectivement, là, je comprends aussi ce que vous voulez dire, hein, mais effectivement, c'est sans doute à chaque soignant, en fonction des moments de sa vie, de sa carrière, et c'est sans doute, il n'y a aucune recette universelle. C'est à chaque soignant de savoir quand il est débordé par la souffrance de l'autre. Mais ce qui est gênant pour le patient, c'est quand même, quand vous avez parlé de débordement, vous avez aussi dit il faut en quelque sorte un peu recadrer, il ne faut pas que le patient nous expose trop de choses qui n'ont rien à voir avec la maladie. Mais ça, c'est quand même très difficile pour le patient. Parce que pour le patient, encore une fois, la maladie, elle s'inscrit dans sa vie et elle n'est pas seulement la pathologie. Et ce qui est difficile, souvent dans les maladies chroniques ou les maladies graves, c'est que la parole du patient, elle soit recouverte par simplement le diagnostic, par des catégories strictement médicales, par un tempo strictement médical, qui est un recouvrement de sa parole, ou simplement le fait qu'on lui ôte la parole. Et ça, c'est pas facile. Je voulais répondre aussi en deux parties. Donc, ailleurs que d'être compris, je dirais que la première chose pour le patient, c'est d'être reconnu en tant qu'être humain souffrant. Et moi, j'ai retrouvé dans le film, donc j'ai retrouvé un moment Otoyo qui pleurait sur l'épaule de Yasumoto. Et en fait, j'ai la même expérience en consultation, en fait, en donnant un espace d'écoute assez prolongé
au bout de 10 à 20 minutes, un patient qui n'a pas été interrompu se met souvent à pleurer de façon très fréquente parce qu'enfin on l'a écouté, enfin effectivement on l'a compris, mais surtout on l'a reconnu en tant qu'être humain souffrant. Donc on le fait exister et on fait exister sa souffrance. Et donc ça c'était pour répondre à une partie de la question. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ça c'est vraiment très très important. C'est donc pour soigner, il faut associer le cure et le care, c'est-à-dire la science qui s'occupe de la maladie et le care, c'est-à-dire le prendre soin qui s'occupe de la personne. Et en fait, la consultation, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à apprendre et à faire, c'est un va-et-vient permanent entre la maladie et le malade. C'est-à-dire on a ses limites, il faut jamais qu'on oublie la science, la maladie, mais il faut non plus jamais qu'on oublie qu'on s'adresse à un être humain. Donc c'est ce va-et-vient entre l'objet et le sujet, entre la maladie et le malade. Et c'est ça, c'est le travail, enfin en tout cas c'est le message qu'on va essayer de faire passer. Je profite juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs thèses qui ont démontré que le patient a droit à 17 secondes en face de son soignant, en règle générale, en moyenne. 17 secondes sans être interrompu. Donc plusieurs thèses, c'est ramené régulièrement. Donc moi, si j'ai eu l'idée de faire tout ça, c'était d'essayer de penser. Et c'est vrai que le fait d'y penser, on peut changer notre façon de faire. C'était au lieu de donner 17 secondes au patient, essayons de lui donner 5 minutes. Voilà. Il y a un aspect qui personnellement m'a touché beaucoup, c'est l'entrée au départ dans cet édifice où il y a de la mauvaise odeur. On insiste sur l'odeur, qui est un élément important, sur le nombre de ces gens accroupis par terre. Est-ce que tout ce que nous avons vu ce soir ne nous parle pas d'une médecine qui est une médecine individuelle, un peu capitaliste, si je puis dire, entre guillemets? Est-ce qu'il ne manque pas une dimension idéologique, marxiste par exemple? Quand on voit ce monde à soigner, le colloque singulier, bien sûr, doit toujours être là, et tout ce que vous avez dit, en particulier Benatar, est très vrai, sur les quelques secondes remplacées par 5 minutes. Je voudrais avoir votre écho sur une dimension un peu sociologique de ce que nous avons vu ce soir. Je pense que vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce que c'était le véritable projet de Kurosawa. Ça fait partie d'une trilogie de grandes dénonciations des inégalités sociales, et c'est en ça aussi qu'il montre bien la dérision de l'attitude de Barberousse, qui vole, ou qui remonte ses honoraires auprès des riches pour pouvoir trouver 3 sous pour son dispensaire. Mais il montre bien que ça, c'est pas viable, que le médecin n'est pas responsable de tout, et qu'il y a une responsabilité civile et politique importante. Ça fait partie d'une trilogie qui est une trilogie de la dénonciation. Au fond, il a pris ça uniquement. Le thème de la médecine ne sert qu'à ça, en fait, dans la construction globale de son œuvre. Donc très clairement, le fait aussi qu'on voit les prémices, comme monsieur nous l'a dit, les prémices de l'hygiène. Donc là, on a là des problèmes médicaux qui concernent l'hygiène, le fait aussi qu'il peut y avoir des problèmes qui ne peuvent être envisagés qu'à très grande échelle. Et maintenant, on le voit à échelle mondiale. Ça, je crois que si on le resitue dans l'œuvre de Kurosawa, c'est clair. Et
pour aller dans le sens, donc effectivement dans le film, la limite de l'action du médecin, c'est celle du politique, hein, et tant que les problèmes de misère et d'injustice sociale ne sont pas réglés, ces problèmes-là retombent sur le médecin et le médecin est impuissant. Et sur ce point, vous pouvez voir aussi L'Ange ivre, qui est un film aussi qu'il situe dans le Japon de l'après-guerre. Et je pense qu'il y a chez Kurosawa aussi l'évocation, à la fois dans L'Ange ivre et à la fois dans Barberousse, il y a l'évocation de la situation du Japon effondré économiquement et socialement, et aussi humilié militairement et politiquement de l'après-guerre. Donc pour lui, c'est vraiment... voilà, l'action se passe au début du 19e siècle, mais c'est aussi le Japon du 20e siècle qu'il filme, avec la misère et le fait que la médecine ne peut pas penser tous les maux de la société. Et c'est en ça que c'est aussi un film très actuel quand on parle du soin, c'est qu'effectivement le soin médical ne peut pas être pensé sans un soin politique. Le docteur Benatar a mis un point essentiel sur le côté médecine et sur le côté soins. Effectivement, d'abord, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'écoute, pour répondre à une intervenante, il n'y a pas d'écoute, il ne peut pas y avoir de compréhension sans écoute. Le point essentiel, c'est qu'il y a eu, et on le sait, en médecine, des erreurs graves, parce que justement, le médecin étant pressurisé par le nombre de patients qu'il reçoit, il n'écoute pas son patient. Donc, souvent, à la suite d'écoute, il arrive à savoir exactement la pathologie de cette personne. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que on parlait tout à l'heure. On a dit, oui, mais les gens n'ont pas nécessairement envie de parler. Alors là, je vais répondre à madame, ils n'ont pas envie de parler, ça dépend de la spécialité. Si vous êtes, par exemple, psychiatre, à ce moment-là, effectivement, il faut quand même que laisser parler la personne. Voilà. Non. Non, mais je vous dis ça parce que vous avez dit tout à l'heure, je l'ai relevé, je l'ai écrit, vous avez dit tout à l'heure que tout le monde n'a pas envie de raconter. Or, dans ce cas-là, dans cette spécialité, effectivement, il faut que justement faire sortir ces paroles. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Enseigner l'éthique de l'écoute, c'est dire que l'écoute est absolument essentielle. Donc je vais dans votre sens, en particulier en santé mentale, mais qu'elle ne doit pas... je faisais référence en fait à pas mal de courants critiques qui viennent justement de la santé mentale et de la psychiatrie, où il y a quand même aussi beaucoup de soignants qui sont inquiets qu'on oblige les gens à se raconter, parce qu'en fait, il peut y avoir une injonction au récit de soi et à se conformer à certains préjugés aussi sociaux ou politiques ou comportementaux. Donc ce que je veux dire, c'est enseigner l'éthique de l'écoute, c'est simplement laisser la liberté aux patients de s'exprimer avec, vous l'avez merveilleusement dit, avec ses silences, sa pudeur, ses secrets, son intimité, ses mensonges. Donc une remarque et puis une question. La remarque, c'est effectivement ce qui fait aussi la difficulté de l'écoute, hein, c'est cette double position entre un médecin, un soignant qui se comporte plus souvent comme un vétérinaire. Hein. Je n'ai pas besoin de vous écouter, je sais ce que vous avez, je n'ai pas besoin d'écouter votre discours. Et d'un autre côté, un patient qui, au contraire, a du mal à mettre des mots, sur ce qui lui complique la vie, hein, sur ce qui exprime sa souffrance, et ce qui explique sans doute bien sûr le nomadisme médical, hein, c'est-à-dire où est-ce que je vais enfin trouver quelqu'un qui va me donner le temps, hein, comme disait Jean-Michel avec ses 5 minutes, qui va me donner le temps de trouver les mots pour élaborer un discours sur ma souffrance, hein, qu'est-ce qui va m'entendre, et c'est cette double position entre le médecin, parfois vétérinaire, et le patient qui a beaucoup de mal à trouver des mots, qui fait que l'écoute est vraiment très difficile en matière de soins. Et la question, c'est donc, à un moment, vous avez parlé de cette transformation mutuelle dans le film de Barberousse entre le soignant et le soigné.
et l'enrichissement qu'on a à se rencontrer mutuellement, que ce soit avec nos patients ou entre collègues. Et donc on ne voit pas la totalité du film, alors peut-être que ça apparaît à un autre moment. On voit que Barberousse, bien sûr, amène beaucoup de choses à Yasumoto, qui le transforme. Qu'est-ce que Yasumoto amène à Barberousse? Est-ce qu'on le voit à un moment dans le film, ou est-ce que c'est... Je pense que ce qu'il amène, d'ailleurs, Barberousse le lui dit, c'est son journal. Le journal lui donne en même temps une idée qu'il n'avait pas eue lui-même. Donc c'est son disciple qui lui apprend quelque chose, et lui donne aussi finalement la possibilité d'évaluer la formation qu'il a donnée à son disciple, parce qu'il voit que son disciple commence à comprendre, commence à réfléchir. Je crois que dans cette scène-là, on voit vraiment le rapport asymétrique de celui qui enseigne, qui en sait plus que celui qui t'enseignait, qui évolue, et c'est le disciple qui apprend au maître, enfin à mon sens, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et Barberousse l'a voulu même, il a volé tous les cours de Nagasaki, de Yasumoto, pour s'en emparer. Je crois que dans le film, il y a un mouvement d'élargissement de la communauté des soignants. C'est qu'en fait, Barberousse, dans le enfin, c'est un truc de prof, c'est exactement ce que vous avez dit, Barberousse a du plaisir et ressent de l'estime de soi à avoir transformé Yasumoto. Il voit le résultat de son travail, et c'est un beau résultat, et donc ça le conforte dans... Alors même que, comme vous l'avez très bien dit, c'est quelqu'un au fond qui est un peu désespéré. C'est quand même un personnage un peu obscur, un peu noir, qui dit que la médecine elle est impuissante, que voilà, elle ne peut qu'aider que les plus jeunes et les plus robustes, et qu'elle cède devant la misère et devant la mort. En fait, il y a une régénération de Barberousse par Yasumoto. Il y a un plaisir de se reconnaître dans ce jeune qui poursuit le chemin et qui lui montre qu'il a eu un rôle de pédagogue efficace. Et donc moi je voulais rajouter aussi que là, Barberousse, il prévient son burn-out, il arrive à trouver un partenaire, il a réussi à transmettre ses idées sur le soin, et il est plus seul en fait. Voilà. Jean-Michel va conclure en vous donnant les perspectives de manifestations pour les mois à venir. Dans les perspectives, on prévoit une deuxième rencontre le samedi 18 avril avec le même schéma de 16h à 19h en partenariat avec l'Éclat, donc à la Villa Arson. Le thème, ça sera la surmédicalisation. Et comme intervenant, nous aurons Irène Frachon, donc qui a réussi au bout de plusieurs années à faire interdire le Mediator. Le deuxième intervenant sera Roland Gori, donc professeur de psychopathologie à Marseille, et qui a écrit donc aussi plusieurs livres sur la surmédicalisation de l'existence. Voilà. Et on est en train de mettre en place la troisième réunion qui se passera probablement le 26 septembre avec deux intervenants. Le thème, ce sera soignant-soigné. Le film, ce sera la maladie de Saxe. Et les intervenants seront donc le docteur Luc Perrineau, qui est à la fois... donc médecin, enseignant de la médecine, et je crois aussi enseignant en anthropologie, et il va partager les interventions avec Philippe Barrier, donc Philippe Barrier, donc qui a donc philosophe, et donc qui est à la fois philosophe, qui fait partie de l'espace éthique à Paris, et qui est aussi un patient, mais surtout qui a écrit donc deux livres que je vous recommande. Un premier qui est sur la table là-bas, qui s'appelle Le patient autonome, et qui devrait être donc un livre obligatoire pour tout patient. Et puis le deuxième, c'est pour devenir autonome, voilà, devenir autonome, et La blessure et la force, donc son deuxième grand livre.
donc Philippe Barrier qui sera là le 26 septembre, a priori, voilà, sous réserve. Et alors le film sur, oui, j'ai pas dit, le film sur la surmédicalisation, ce sera bien sûr Knock ou le triomphe de la médecine. Et voilà, donc on pourra poursuivre, si vous voulez, la discussion sur le site web médecine-culture.org. Et donc, je voudrais remercier le public, les intervenants et donc l'équipe de Maison de la Médecine et de la Culture. Et puis, j'ai beaucoup de remerciements. Je ne sais pas si... alors, je voulais remercier un partenaire financier, Starlight, les partenaires, donc la ville de Nice et le MAMAC, l'Éclat, la Strada, Nice Matin, France Bleu, Agora, la librairie La Briqueterie qui vous accueille à la sortie, donc l'Université de Nice, la faculté de médecine, l'espace éthique du CHU, surtout le département éthique, philosophie et sciences humaines qui m'a donné l'idée de créer cet événement. Voilà, ma fille Johanna qui a beaucoup participé à me donner des outils de communication et d'organisation. Voilà, et plusieurs personnes que j'ai rencontrées au Canada où ils sont très avancés au niveau de l'éthique narrative et de ce qu'on appelle aussi les humanités médicales qui sont à poindre un petit peu en France, mais qui sont beaucoup plus développées en Amérique du Nord. Et là, j'ai rencontré Alexandre Berkes, donc, qui est responsable pour le Canada de l'éducation thérapeutique du patient. Et donc Julie Lemonde, qui est professeure de communication HEC, qui m'a donné beaucoup d'outils pour organiser ces réunions. Donc j'ai rencontré aussi Martin Winkler, Martin Winkler qui a écrit sur le schéma de Barberousse, qui a écrit Le cœur des femmes, qui est aussi en vente sur la table, et dont le scénario ressemble à s'y méprendre à celui de Barberousse. Voilà, donc personnellement j'ai été époustouflé par la qualité des interventions, bien sûr par le film, mais le film, moi je peux le voir en boucle des dizaines et des dizaines de fois, enfin sans me lasser. Et voilà, merci à tous ceux que j'ai oubliés. Merci à Richard pour l'organisation.